Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Bonne année à vous qui nous entendez ou qui nous suivez en ce moment. Bonne santé, tous nos vœux les meilleurs pour cette année 2018. Nous inaugurons cette année dans le cadre de cette émission 100% direct avec un homme que vous connaissez, que vous voyez sans doute sur les médias et qui intervient dans l'actualité congolaise, c'est monsieur André Ngombe. Andrea, bonjour. Bonjour, Sire. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne santé, toutes les bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà rapidement? On peut nous souhaiter la libération des prisonniers politiques. Voilà, en attendant qu'on vous souhaite la libération des prisonniers politiques, André Ngombe, vous êtes le coordonnateur de SASOFI. Et donc vous savez aujourd'hui que SASOFI, depuis quelque temps, publie un rapport sur les libertés au Congo. Le rapport 2017 ou 2018. C'est 2018. Voilà, le rapport 2018 concernant tout ce qui s'est passé en 2017 Exactement. a été publié. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse en fait de l'esprit de ce rapport? L'esprit de ce rapport reste le même, c'est-à-dire on essaie de faire une liste des violations, des différentes violations de la liberté d'expression, donc la liberté de la presse, la liberté de manifester et les libertés d'Internet. Et donc c'est chaque année, on essaie de récapituler l'ensemble des cas, des différentes violations pour garder une trace en fait. Voilà, vous regardez une trace, alors qu'est-ce qu'on a cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qu'on a dans ce rapport 2018? Les faits saillants surtout. Oui, le premier fait saillant, c'est l'arrestation et la séquestration du journaliste Gilles Fortuné Dombe Bemba, qui a été arrêté pour avoir transcrit dans son journal Talassa une interview, plutôt les vœux du pasteur Ntoumi, et qui a été donc 5 mois durant séquestré. Nous avons un autre cas encore, le cas du jeune Chris Dongui, qui est simplement un militant, un activiste de l'opposition, qui avait eu le malheur de filmer la séance où il y avait eu la levée de l'immunité de M. Okombi Salissa. Et suite à ça, il avait lui aussi été arrêté de février jusqu'à juin. Et après, lui, il a eu la chance, il a pu être libéré. Donc vous avez ces deux principaux cas, et après, vraiment, ça s'égrène tout le long de l'année. Alors, revenons d'abord sur le cas Fortuné Gilles Dombe. Pourquoi aujourd'hui ça devient un cas emblématique? Ça devient un cas emblématique parce que là, nous parlons en ce moment même où il y a des négociations sur la crise du pool, et il est censé être en prison pour complicité avec le pasteur Ntoumi. Donc, on ne comprend pas que les négociations s'ouvrent sur le cas de violence dans le pool et que M. Fortuné reste en prison. Il reste en prison non seulement sans jugement depuis près d'1 an. On a appris que ses conditions de détention étaient extrêmement dures. Il a passé 5 mois à l'isolement, sans voir la lumière du jour, sans accès à des toilettes, simplement. Et son état de santé est fortement dégradé. Nous craignons pour sa vie. Alors, vous craignez pour sa vie. Aujourd'hui, est-il un prisonnier politique ou un prisonnier d'opinion? Lui, c'est même pire. C'est un prisonnier du chef. C'est le prisonnier personnel de M. Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que l'arbitraire dont il est la victime est vraiment l'un des plus élevés qu'on puisse faire. Mettre quelqu'un à l'isolement 5 mois, sans lumière du jour, il faut y aller, quoi. Voilà, il faut y aller. André Ngombe, d'autres cas, notamment dans ce rapport, qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement? On a vu là qu'on avait des faits saillants. Particulièrement, qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, on trouve des choses un peu plus, je dirais, rigolo, du genre une coupure d'Internet liée au fait que le câble aurait été coupé par un requin. Et la réparation aurait dû prendre 6 semaines, juste comme par coïncidence au moment des élections législatives. Donc il y avait une volonté de débrancher le pays au moment des législatives. Est-ce que vous ne voyez pas le diable un peu partout? On ne voit pas le diable partout. Écoutez, nous sommes montés au créneau. Qui sectionne, oui, ça arrive. Évidemment, il se sectionne juste avant les élections législatives. Mais comme il y a eu vraiment un travail des activistes, et je remercie beaucoup le travail fait par une ONG qui s'appelle Internet sans frontières, qui est montée au créneau, qui a essayé d'enquêter, et la réparation qui aurait dû prendre 6 semaines a finalement pris 4-5 jours. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez gros. Il y a l'arrestation et la séquestration de 2 journalistes italiens, Palermo et Cianci, qui étaient allés enquêter dans le cadre d'une corruption concernant M. Otenello dans Pointe-Noire. Internet a été coupé par M. Otenello dans la ville de Pointe-Noire. Et ces 2 journalistes ont eu leur libération, ont dû leur libération au fait qu'ils abandonnent en fait leur sujet de reportage, qu'ils laissent leur matériel séquestré. Et une fois que le matériel était séquestré, détruit, ils ont pu sortir du pays. Donc, qu'on soit journaliste local ou international, du moment où on s'intéresse au vrai sujet, c'est-à-dire à la malversation dans le domaine du pétrole, du bois, des différentes ressources, on est vraiment directement victime de l'arbitraire. Il y a un autre fait intéressant, là on parlera des libertés de manifester, c'est aussi bien
Il y avait eu un événement fait par le Secours catholique congolais en fin décembre qui a été à peu près interdit. Vous avez des conférences de presse de l'OCDH qui ont été infiltrées par des gens des services pour venir quasiment lister qui venait à ce genre de rencontre. Vous avez la grève des pétroliers qui a été violentée, puisqu'il y a eu, c'était le 13, 14 et 15 juillet 2017, où cette grève a été violentée. On a gazé les salariés dans l'enceinte même de chez Total. Ils sont allés jusqu'à gazer la clinique attenante. Donc voilà, on est dans une violence extrêmement lourde pour empêcher les gens d'exercer le droit de la grève. Voilà, des gens qui sont empêchés d'exercer le droit de la grève. André Ngombe, aujourd'hui, on voit très bien que l'actualité congolaise tourne autour de plusieurs points. On a vu le plan politique, on voit là sur le plan social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que ça suffit à toute sa place dans ce combat? Parce qu'on voit quand même que ce sont les politiques qui s'accaparent en fait ce combat. Quelle est la place qui est la vôtre aujourd'hui, notamment vous, quand on vous entend dans ce combat-là, puisque vous ne portez pas en soi un projet politique? Exact. Non, nous portons peut-être pas un projet politique, mais nous portons un projet citoyen. Nous sommes vraiment une organisation qui lutte contre l'arbitraire. Et cette lutte contre l'arbitraire n'a pas de camp. Et c'est vraiment ce que nous essayons de plus en plus, en tout cas en 2018, dans nos vœux, on insiste sur ce point-là. Quand durant les législatives, bien que nous n'étions pas pour ces législatives, au sens où on estimait que c'était illégitime d'y aller, mais ceux qui avaient décidé en bonne foi d'y aller, malgré qu'ils y allaient, ils avaient droit à la sécurité, à l'intégrité physique, ils avaient le droit de faire campagne dans des conditions décentes, et ils avaient le droit, s'ils avaient gagné, d'être proclamés vainqueurs légitimement et de ne pas être victimes de fraude. Et c'est dans ce sens-là que le collectif a justement fait son travail de monitoring de l'élection, et on a été les premiers à sortir le récit des événements avec les différentes violations qui ont eu lieu, notamment des violations extrêmement graves dans la cuvette ouest où M. Ovaga, M. Lefouaba, M. Oyali ont été empêchés de faire campagne. Et pourtant, c'est des gens qui sont politiques. Mais voilà, alors, donc vous voyez. Est-ce qu'il y a des raisons de les plaindre, ces gens-là, aujourd'hui? Non, on a raison toujours de plaindre l'arbitraire. Peu importe qui est victime de l'arbitraire, et je l'ai toujours répété, aujourd'hui, même M. Denis Christel Nguesso, dans le cadre de l'arbitraire, on doit le défendre parce que nul ne doit être victime de l'arbitraire. Parce qu'en faisant cet arbitraire-là, on risque justement de créer un cycle, ou de recréer, de continuer le cycle des vengeances. C'est-à-dire, je suis victime de l'arbitraire, et demain, une fois que je suis au pouvoir, je vais me venger de l'arbitraire que j'ai suivi. Et on n'en sort pas. Et le Congo est prisonnier de petits hommes haineux qui ont subi certainement de l'arbitraire du temps de leur jeunesse, du temps de leurs activités, et qui sont dans le ressentiment et veulent absolument se venger. Et le collectif, justement, dans sa démarche, espère de faire sortir l'ensemble des citoyens congolais par le haut. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous suivez 100% direct. Notre premier invité pour cette année 2018, c'est monsieur André Ngombe. Je rappelle donc que vous pouvez participer, commenter, poser vos questions. Notre invité vous répondra. Pour l'instant, nous abordons déjà d'abord cette actualité concernant le rapport Ça Suffit. Alors, en dehors du rapport Ça Suffit, il y a eu un dernier rapport qui est tombé d'une agence de l'ONU, André Ngombe. Est-ce que vous pouvez nous en faire une synthèse? On sait que ce rapport est en anglais, mais bon, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Avant même d'en parler concrètement, pour insister sur un point du rapport que j'ai oublié de souligner, qui est assez, mais vraiment dans le cadre pour faire rigoler les gens, le 13 décembre, quand nous passions sur TV5, alors que M. Sassou est sur Paris, plusieurs personnes nous ont non seulement signifié qu'il y a eu coupure d'électricité. Oui. C'est-à-dire que juste avant l'émission, ils ont coupé. On a vu des tweets en fait. Voilà, aussi bien des tweets que sur Facebook. Et même après, on a eu des gens au téléphone qui ont dit que à l'approche de l'émission, l'électricité a été coupée. Et après l'émission, l'électricité a été remise. C'est pour donner la matérialisation de l'obscurantisme. Donc ce régime plonge le Congo dans l'obscurantisme, non seulement par la pensée, mais réellement, physiquement. On préfère débrancher l'électricité que de permettre aux idées de passer à la population. Alors, et justement, voilà, c'est pour faire ce lien. Durant cette interview, nous avons affirmé, grâce à toutes les sources avec lesquelles nous travaillons, que ce qui se passait dans le pool n'était rien de moins qu'une épuration ethnique programmée, planifiée, et qui est une continuité évidemment de la crise post-électorale. Donc on déplace le conflit post-électoral en punissant une région prétendument contestataire et homogène, parce qu'on imagine qu'en tuant le pool, on ne tue que des ressortissants du pool.
ce qui reste à démontrer. Et ce rapport IRIN, qui est un rapport d'un organisme qui travaille avec l'ONU et qui fait du monitoring sur les questions justement de violation des droits de l'homme, sur les questions de massacre, dit non seulement qu'il y a eu ciblage systématique des jeunes hommes, dit qu'il y a eu une politique de terre brûlée, c'est-à-dire que les villages ont été rasés, les arbres fruitiers ont été coupés, les puits ont été empoisonnés, de manière à ce que la vie ne soit plus possible dans ces villages-là. Qu'il y a eu bombardement systématique de civils, avec des cas étayés de victimes, qu'il y a eu des viols massifs, qu'on impute majoritairement à la force publique, oui. Et que tout cela est constitutif, évidemment, pris bout par bout, d'éléments d'une épuration ethnique. Alors, il faut quand même dire, André Ngombe, quand on entend ça, on dit, bon, lui, il dit toujours, c'est pas exprimé ça, c'est normal. C'est un rapport d'une agence de l'ONU. Exactement. Cette agence rapidement. C'est une agence, ça s'appelle l'IRIN, domiciliée à Genève, et qui fait justement des rapports sur les situations pour le compte de l'ONU. Parce qu'il faut savoir que l'ONU, en tant qu'organisation, n'a pas toujours les moyens d'enquêter, et il utilise différentes agences pour effectuer ces tâches très spécifiques, très techniques. Et l'IRIN est l'une de ces agences-là. Et par exemple, sur les cas de massacres en RCA, c'est l'IRIN qui avait fait les enquêtes et qui avait emmené les dossiers. Donc c'est une agence qui est crédible. Extrêmement crédible, extrêmement sérieuse. Oui. Et même monsieur Philippe Clenfield, qui a été sur le terrain, a passé 3 semaines dans le pool, en immersion, comme on dit, avec photos et images, et ce rapport est signé depuis Soumouna. C'est-à-dire qu'on voit très bien, c'est signé Philippe Klein depuis Soumouna, publié depuis Soumouna, et c'est comme ça qu'on peut non seulement attester le fait qu'il a été sur le terrain, attester la crédibilité, parce qu'il y a une traçabilité du travail fait par l'IRIN, la documentation fournie est extrêmement grande, c'est-à-dire qu'il remonte le conflit depuis quasiment 98, il montre bien la chronologie des massacres dans le pool jusqu'à cette guerre injuste de 20 mois. Il parle de guerre civile quasiment, mais nous on préfère, en tout cas en tant qu'activistes, dire guerre contre les civils, parce que quand on bombarde des vieilles femmes qui viennent chercher des herbes médicinales, on ne fait pas la guerre contre un clan, contre un camp, mais on fait la guerre contre les populations. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Zyana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un invité spécial que nous avons, puisque vous le reconnaissez, c'est André Ngombe, qui est le coordonnateur du collectif Ça suffit. André Ngombe, et nous disons déjà merci à vous tous qui êtes là de plus en plus nombreux, Bram Mandela et tous les autres. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on vous entend, certains se disent, mais vous avez l'air en fait d'un gourou, parce que on vous voit beaucoup intervenir sur des questions congolaises, mais on vous voit très peu dans des grandes réunions, dans les grands messes. Vous êtes parfois qualifié de quelqu'un qui est assez virulent, de quelqu'un qui est obtus dans une idée. Est-ce que André Ngombe, c'est aussi un problème aujourd'hui pour l'opposition congolaise, parce que pour le pouvoir, ça n'est sûr. Est-ce que pour l'opposition, parce qu'au sein de l'opposition, il y a des gens qui n'arrivent pas à vous maîtriser? Vous avez dit le mot. Pourquoi vouloir maîtriser les gens? Voilà, vous avez dit le mot. C'est un mot qui revient beaucoup dans... Ça revient beaucoup dans le langage congolais, d'avoir la maîtrise et de pouvoir... La seule maîtrise à avoir, c'est celle des dossiers. La seule maîtrise à avoir, c'est celle de la situation. Et nous avons pour devise d'être autonomes et indépendants. C'est la seule manière pour nous de rester au service de ceux que nous voulons servir. Nous voulons que le pays aille dans une direction donnée, celle de l'état de droit. Or, l'état de droit ne connaît ni opposition, ni majorité. L'état de droit, c'est pour tout le monde. Et une fois que, y compris ceux de l'opposition, auront compris que l'état de droit est notre salut à tous, nous serons de moins en moins obtus pour eux. Or, nous pouvons apparaître obtus que pour les gens qui ont des desseins beaucoup plus sournois, beaucoup plus antidémocratiques, beaucoup plus anti-état de droit. Nous sommes contre l'arbitraire, peu importe que la personne soit de l'opposition ou de la majorité. Et pour encore bien amplifier cela, dans le rapport, nous parlons du cas des militants de M. Ikama, dans Wenze, qui sont tabassés parce qu'ils estimaient que l'élection était en train d'être fraudée et que leur champion n'allait pas gagner. M. Ikama est plutôt côté PCT, certainement ancien Cobra, mais nous refusons ce principe de l'arbitraire. Alors, mais est-ce qu'on est dans un pays qui a le respect des principes? Parce que vous êtes sur des principes, certains ne comprennent plus que vous soyez là en train de défendre l'arbitraire par rapport aux gens eux-mêmes qui utilisent ce système pour appliquer l'arbitraire par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle briser la roue et le cycle de la violence. Ce cycle de la violence va continuer si on estime que parce qu'il a fait ça, on doit riposter. Non, ce n'est pas la loi du talion, la justice. Il faut proportionner,
Il faut identifier les responsabilités et c'est les responsables identifiés qui doivent avoir une peine proportionnée. Et si on est dans l'attaque ad hominem, si on est dans la généralisation d'un groupe, on est déjà dans une logique génocidaire. Ce n'est pas parce que M. Ikama aurait fait quelque chose que l'ensemble des gens qui sont proches de M. Ikama ou qui sont originaires du coin de M. Ikama sont responsables de ce que fait M. Ikama. Il y a la responsabilité individuelle et après il y a les complicités. Donc il faut identifier à chaque fois pour avoir ce langage qui permet de sortir par le haut. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Ce pays, je l'ai souvent dit, se disloque, va se disloquer si on est incapable de se rassembler sur les principes. Et le problème, c'est vraiment cela. On n'est pas d'accord sur les principes. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur les principes. Or, aujourd'hui, on entend, il y a un son qui revient plus ou moins sur des questions liées à l'ethnie, sur les questions liées au Congo avec un C ou un K. On a du mal, en fait, à voir ces principes que vous défendez, bien sûr, et ce pays qu'on voudrait bâtir, que vous voulez bâtir avec d'autres, quand on est déjà sur le plan de l'orthographe ou sur le plan sémantique, on a du mal à s'accorder, en fait, sur la manière de visionner ou d'avoir une vision pour le Congo. Non, ça, c'est, comme on dit, c'est l'alphabet latin vient des latins, donc se quereller sur un K ou sur un C, c'est des débats secondaires. C'est, en tout cas, de notre point de vue, le travail de minorité. C'est le travail de minorité qu'on ne pourra pas peut-être changer, on ne cherchera même pas à leur changer, ça sera trop d'énergie gaspillée. Nous, ce que nous voulons, c'est adresser un message républicain aux gens qui se retrouvent dans le langage que nous tenons. Et nous voulons vider ce sac, ce cycle de violence, nous voulons le vider. Il faut que ça termine une bonne fois avec notre génération pour donner une chance au Congo et une chance à ceux qui viennent après. Le Congo avec K est une réalité historique, il n'y a rien à faire. C'est une réalité historique très ancienne, multimillénaire, il n'y a rien à faire. On l'accepte comme ça. Le Congo avec C est une naissance coloniale. Elle naît avec la colonisation. La preuve, le Congo avec K aujourd'hui est dispatché en 3 États. Oui. Mais est-ce que la solution c'est par le bas, le repli identitaire, ou la solution c'est par le haut, un projet commun, une construction commune pour aller vers autre chose, un dépassement. Or, nous regardons la dynamique mondiale, nous regardons la dynamique des autres États, des autres populations. Même les États-Unis, aussi forts qu'ils sont dans l'ALENA, avec les autres, dans une forme d'intégration. Aussi bien la France, aussi puissante qu'elle peut être financièrement, est dans une construction avec les autres, et même en paix avec son ennemi juré, qui était l'Allemagne. Donc, à un moment donné, ce discours est un discours criminel. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, mais nous ne mâcherons pas nos mots. C'est un discours criminel de gens qui instrumentalisent le fait ethnique. L'ethnie, au lieu d'être une chance, au lieu d'être une opportunité, au lieu d'être un enrichissement, devient un motif de division. Et c'est ça que nous combattons, mais férocement, aussi bien en face que dans les rangs de l'opposition. Donc il n'y a aucune place, voilà. Zéro place pour ces tendances-là. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous comprenez ceux qui estiment aujourd'hui, notamment qui vous prennent en grippe en disant, voilà, André Ngombe, c'est bien qu'il puisse être, je dirais, en première ligne dans ce combat, mais quelque part, il se trompe en ne prenant pas en considération notamment ces hommes et ces femmes qui estiment que le cas devrait normalement donner une considération qui est tout autre par rapport à la réalité du Congo aujourd'hui, notamment ces problèmes liés aux ethnies. Mais quel est le rôle d'un citoyen? Est-ce de se contenter du fait actuel, du problème, ou d'envisager des solutions? Je pense que ceux qui parlent du cas aussi ont une solution envisagée. Ils ont des solutions envisagées et nous en avons d'autres. Et c'est aux Congolais, comme je dis, c'est le fait d'une minorité. Là, je peux vous prendre le cas de la négociation en cours avec M. Toumi. Le pouvoir agite une information comme quoi M. Toumi serait en fait maintenant du côté du pouvoir, serait déjà à Mayama, nourri et logé par le pouvoir, et en fait ces négociations sont en fait un jeu de dupes. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne veulent plus ces négociations, parce que le fonds de commerce ethnique sur lequel ils ont bâti la négociation, en excluant le reste de la population, est en train d'être déjoué par M. Toumi, qui a demandé un élargissement de la question. Là où certains voulaient un Bangui du poule, M. Toumi demande un dépassement, au sens où il veut la libération des prisonniers politiques, au sens où il connecte, et ce que c'est, la crise avec le fait électoral, et donc ça n'arrange pas les tenants d'un pool entre poules. Et ça, c'est ce que nous voulons, ce dépassement. Donc ces gens, et je ne vais pas m'étendre dessus, c'est pour dire qu'un autre Congo est possible. Un Congo qui peut sortir de la division imposée par M. Sassou. Parce que le système PCT, et nous l'avons redit, fonctionne
en ayant deux bras. Il y a ce qu'on appelle l'opposition du pouvoir et la majorité du pouvoir. Mais ensemble cohabitent dans un système ethnocratique pour pouvoir emprisonner les gens dans leur identité. Aujourd'hui, moi, M. Ngombe, quelle est mon identité? Si les gens parlent de mon nom Ngombe, ils me classeront au nord. S'ils prennent le temps de regarder mes origines, ils me classeront chez les gens du sud. Et à la fin, qu'est-ce que je suis? Et que va-t-on faire de ma grand-mère de Kwiku, comme j'aime dire? Ma grand-mère, vendeuse de manioc de Kwiku, que va-t-on faire d'elle? Elle qui n'a plus revu Makwa depuis les années 60. Est-elle de Pointe-Noire? Est-elle de Makwa? Est-elle d'où? Aujourd'hui, il faut être capable de construire la nation, et ces discours sont des discours proprement criminels et génocidaires. Voilà, des discours criminels et génocidaires, mesdames et messieurs. Donc, vous êtes en direct sur Ziana TV, 100% direct avec un invité, André Ngombe. C'est l'émission, c'est la première émission de l'année, donc vous pouvez toujours intervenir. Je vois là qu'il y a plusieurs, je dirais, interventions ou contributions. Alors, André Ngombe, déjà que je vous demande, mais c'est quoi ce jeune homme? C'est-à-dire, on a vu, souvent la politique congolaise, c'est une affaire de vieux. C'est-à-dire, souvent, les gens qui sont virulents, ce sont les vieux. Ou quand on parle des jeunes, mais c'est la fougue de la jeunesse, c'est normal. Comment est-ce que vous vous situez-vous dans ce combat quand on a autour de vous, ou des gens qui vous entendent, qui vous suivent, quelqu'un qui a encore l'âge d'un fils ou d'un petit-fils? Non, mais c'est là où encore il faut faire preuve de grande pédagogie. Le camarade Marien Ngouabi, comme ils aiment le dire, avait 32 ans. Monsieur Sassou lui-même, il avait la vingtaine, à peine la trentaine quand il était déjà aux commandes. Non, il faut arrêter cette démission citoyenne. Les Congolais, et c'est ça, ces fameux entrepreneurs politiques, leurs différents discours, ont un autre objectif, celui d'écarter les gens de la chose publique, celui de dégoûter les gens du fait politique. Quand on s'engage pour son pays, que ce soit de la manière citoyenne ou de la manière politique ou de quelconque manière, il faut du respect pour ces hommes et ces femmes qui consacrent du temps pour les autres. Or, quand on est rapidement dans l'intoxication, quand on est rapidement dans l'attaque personnelle, quand on est rapidement dans la capacité à vouloir toujours manipuler les consciences, à exciter les bas instincts du peuple congolais, que ce soit dans la xénophobie, dans le fait tribal, etc., on ne sert pas la nation. Or, ce travail que nous faisons en tant que collectif Assoufi, c'est d'abord un travail de la sueur et du sang. Le sang, vous l'avez vu, la sueur, vous le savez, nous blanchissons nos nuits pour ce pays, et cela demande et appelle le respect. Les Congolais doivent être capables de se respecter. On peut combattre les idées, mais on peut le faire avec respect. Ce que nous combattons, ce sont les idées. Et nous l'avons prouvé par ces 3 dernières années. Pour différents cas, nous avons toujours refusé l'arbitraire en essayant d'élever le discours. Et c'est ce discours de dépassement que je pense, en tout cas, je le ressens comme tel, avec les différents appels de Congolais qu'on reçoit, que les Congolais attendent. On est fatigué des médiocres. Et oui, justement. Et je fais référence à Kinshasa. Et voilà, je fais référence à Kinshasa. Le cardinal Mossé, voilà. Que les médiocres dégagent. Et voilà. Et vous avez vu un médiocre dernièrement sur TV5. Un médiocre. Et que ces médiocres-là dégagent. Et tous ceux qui sont et de l'opposition et de la majorité, qui sont dans ce discours médiocre, doivent dégager. C'est tout. Voilà. En attendant qu'il les dégage, alors il y a déjà Michel Ndongo qui dit Adrien Ngombe, le Macron congolais. Vous prenez? Je prends parce que c'est un grand frère pour dire merci, mais en même temps j'évite le piège au sens où oui. C'est pas la même société, c'est pas les mêmes critères. Nous n'envisageons pas d'être des Macron, nous voulons au contraire, par l'exemple, susciter, et nous savons qu'il y a des gens meilleurs que nous existent, encore tapis dans l'ombre, ayant peur de s'engager. Pourquoi ils ont peur de s'engager? Pourquoi beaucoup de Congolais ont peur de s'engager? À cause de ce côté parfois versatile, ce côté parfois très ingrat, où on fait quelque chose pour le pays et on se retrouve sali et éclaboussé dans différentes pages, dans différents trucs. Et les gens, ça, quand on n'est pas aguerri, on dit, bon, qui sont ces Congolais-là? Laissons-les mourir dans leurs problèmes. Et c'est ça que nous refusons. Il faut que plus de Congolais s'engagent. Il faut que les Congolais compétents prennent en main cette cause publique, parce que ce n'est pas la cause de quelques-uns, ce n'est pas la cause d'Andrea Ngombe, ce n'est pas la cause du collectif Ça Suffit, ça doit être la cause de tout un chacun. Voilà. Alors, la cause de tout un chacun, Andrea Ngombe, il y a Alan Jiwashingeso qui dit, il est prétentieux, mais bon. Je prends aussi. Voilà, donc vous prenez. Alors, il y a Benjamin Moutsila qui dit, c'est ce discours qu'on doit tous tenir. C'est pourquoi je suis à côté d'Andrea et le soutiendra toujours. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et par exemple, pour prendre le cas de Benjamin Moutsila que j'ai eu la chance de connaître et de fréquenter, voilà un grand frère,
un ancien qui a travaillé pour la cause congolaise, pour les différents procès qu'aujourd'hui tout le monde se gargarise, les biens mal acquis, l'affaire du BIT, qui a été au cœur de la machine, qui a toujours alimenté d'informations, qui a toujours fait cette liaison entre les institutions et qui même, moi, pour ma propre personne, m'a introduit dans certains milieux. C'est voilà les républicains que nous voulons. Voilà la parole que nous voulons. Qui des gens qui blanchissent, il a blanchi toute une vie sur la cause du Congo. Et il faut lui non seulement reconnaître cela et continuer à dire on a besoin de toi Benjamin, reste avec nous, prends soin de toi et le Congo saura compter sur des gens comme lui. Voilà, le Congo saura compter sur des gens comme lui. Makila Mabé pose la question, Gombe, tu as suivi l'interview de M. Adada, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est difficile de soutenir les mensonges quand on est... Ah oui, c'est difficile de... les sens de la formule. Mais non, c'est difficile. On vient sur un plateau pour raconter des mensonges, on vous met des vérités en face, vous bégayez, vous êtes au courant de rien. Si on est ambassadeur et qu'on est au courant de rien, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour un État. Et s'il ne voulait parler de rien, pourquoi était-il là? Donc bon, c'est assez dommage. C'est encore, comme on dit, le Congo qui perd. Voilà. Missile Balistique pose la question suivante. Quel est l'avis de M. Gombe concernant les négociations entre le pouvoir et les représentants de Ntoumi? Êtes-il optimiste? Bon, déjà, nous avons dit et nous redisons que M. Tondo n'est pas libre de ses mouvements. On le voit bien quand même. Oui, mais il n'est pas... Justement, c'est comme la négociation à une victime et son bourreau. Donc, il n'est pas vraiment libre au sens où il n'a pas la latitude de défendre un point de vue vraiment radical dans l'intérêt de M. Ntoumi et du CNR et des populations du Poul. Il est plutôt dans une optique où il travaille pour l'intérêt du régime et contre l'intérêt de M. Ntoumi. Et nous n'en voulons pas. Mais il a quand même été délégué par M. Ntoumi, pas au départ. Et là même, nous avons appris aussi que justement la zone où se trouveraient certains partisans de M. Ntoumi a été coupée d'Internet. Du coup, ils n'ont pas de liaison avec les négociations. Donc comment vous pouvez négocier sans avoir de liaison avec le principal concerné de la négociation? Donc on comprend très bien qu'il y a manœuvre, il y a toujours manigance. Ça n'avance jamais droit avec ce régime et le PCT. C'est toujours un peu en mode de serpent. On ne comprend pas très bien où il veut en venir. L'intérêt, c'est que M. Ntoumi tienne bon sur les points non négociables que sont la libération des prisonniers politiques, le retrait de la force et peut-être le dialogue avec une commission internationale qui va s'interposer entre ces différentes parties. Alors, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, l'opposition dite classique se retrouve plus ou moins reléguée au second plan dans ces négociations qui ne concernent plus que Ntoumi et le pouvoir? C'est justement ce que veut le pouvoir, c'est une négociation en frontale, en écartant les autres, et M. Ntoumi est en train d'essayer de naviguer pour ramener les autres dans un accord global. Et donc, c'est vraiment à ça qu'il faut veiller. Donc on n'est pas dans l'optimisme, c'est un travail, donc c'est du travail qu'on va fournir tous ensemble, qu'on pourra obtenir, faire pression sur donc vous soutenez ces négociations? Je soutiens au sens où toute négociation au départ est bonne, et maintenant il faut voir jusqu'où on pourra négocier et obtenir. Alors il faut quand même dire, André Gombe, au départ, quand cet accord a été signé, on a vu des partisans de Ntoumi qui sont montés au créneau, craignant le fait que Ntoumi n'avait pas eu son compte mais c'est vrai. Dans ce rapport. Au début, c'est vrai que je vous dis, ça n'avance jamais droit. Au début, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre pour desserrer les taux, aussi bien au niveau des institutions financières qui réclament un apaisement dans le pool, aussi bien une anticipation du fait qu'il allait mettre certains généraux en prison, donc ils ne pouvons pas se permettre d'avoir deux fronts de lutte. Donc il faut éteindre un front pour en allumer un autre. Donc on le voit très bien. Donc, il fallait éteindre le front du pôle pour allumer le front des généraux. Voilà, donc on le comprend très bien. En revanche, là où M. Ntoumi est malin, c'est qu'il refuse d'apparaître comme un anti-paix. Il accepte le fait que, même s'il n'a pas été prévenu, même si ça a été négocié secrètement, même si M. Tondo s'est avancé, on le sort de prison et on le permet de s'avancer, ben il dit, non seulement j'accepte, mais maintenant dans le contenu, voici mes exigences. Et là, vous remarquerez que M. Sassou n'a pas fait référence à cet accord. Non. Voilà. Ah ben, mais c'est un peu, exactement. Un peu ce qui est donc, bizarre. maintenant que son secret est éventé, sa manœuvre a échoué, cet accord ne l'intéresse plus. Cet accord n'intéresse plus M. Sassou. Il n'intéresse plus parce que, est-ce que vous pensez qu'il a été pris de court? Est-ce que c'est Sassou qui est à l'origine de cet accord ou bien c'est un accord qui lui a été imposé de fait? C'est un accord imposé du fait des institutions internationales, mais aussi des gens à l'intérieur qui ont intérêt à faire un commerce du retour des armes, des désarmements. Il y a tout un commerce
tout autour. Et donc, on le voit très bien, et je ne voudrais pas les citer pour leur faire de publicité, mais on voit très bien des anciens du MCDDI, des anciens qui font des allers-retours pour soi-disant désarmer des populations. Bon, voilà, on comprend très bien qu'il y a de l'argent, des gros sous à se faire derrière. Voilà, de l'argent, de gros sous à se faire. Mesdames, Messieurs, toujours en direct sur Ziana TV. Vous suivez 100% direct avec comme invité pour cette nouvelle année, monsieur Andrea Gomez. Andrea Gomez, il y a Sadio Manuel Kanté qui dit la chose suivante. Hervé Maïka a tenu un discours sur fond de scission. Quelle doit être la réponse appropriée à son discours? Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas suivi. Bon, c'est un discours, c'est un papier qui a été publié, je pense, sur, je ne sais plus sur quel site, je ne sais pas si c'est Congo Page ou Congo Liberty, enfin je ne sais pas, vous pouvez trouver ce papier globalement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Sadio Manuel Kanté? Je veux dire qu'elle cherche des problèmes, mais bon. Plus précisément et sans langue de bois, ce papier je l'ai lu et j'avoue qu'il m'a un peu attristé, parce qu'il m'arrive moi aussi d'être attristé. Parce que, vous croyez que vous étiez impassible? Oui, ça m'arrive, surtout quand il y a des espèces de procès d'intention. Ça m'attriste beaucoup pour quelqu'un qui a mon numéro, quelqu'un avec qui on discute. Bon, je comprends pas le procès d'intention. Après, si on est homme politique simplement du pool, c'est très dommage, mais ça existe, des leaders départementaux, comme dit M. Sassou, ça existe. Il y a des gens qui sont juste maires de leur commune, de son canton, ça existe. Mais quand on a prétention de vouloir et d'avoir accompagné un candidat à l'élection présidentielle de la trempe et de l'envergure de M. Mokoko, on se doit une réserve. Parce que cet homme, Mokoko, qui est en prison, a porté une forme d'espoir pour la population congolaise. Et quand on dit dans son propos que pour nous, c'est l'Afrique, le Congo n'a pas de réalité, et si ça disparaît, ça ne nous choque pas, ben on ne se présente pas à l'élection d'un pays quand on a ou bien on n'accompagne pas un candidat à l'élection présidentielle quand on a de telles pensées. C'est vraiment une faute lourde, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc pour vous, Hervé Maïka a fauté? Ben non, déjà dans le propos, c'est ses propres propos. Et ensuite, évidemment, il n'y a aucune cabale contre l'homme du pool ou l'homme politicien du pool. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est qu'un homme politicien du pool, comment ça se définit. En termes de sociologie politique, je ne connais pas ce concept. Mais si M. Maïka nous suit, il pourra peut-être nous donner la définition. Alors, on va avancer, Andrea Gomez. Il y a donc Belingué. On se demande toujours quel est l'impact des combats menés à Paris sur le terrain là-bas à Dolisie. On lui pose la question conjointe. Continuer à lutter sur la place de Paris, donc l'extérieur du Congo, portera-t-il des fruits? Votre interview ne sera peut-être jamais suivie par ceux qui sont au Wando de Dolisie et ça se continue à demeurer au pouvoir. Oui, mais je vais répondre à mon... C'est récurrent, hein, ce Si, mais c'est là où nous l'avons dit et nous l'avons démontré, je pense, quand même suffisamment. S'il coupe l'électricité au pays quand nous parlons, c'est que le discours arrive sur le terrain. Enfin, peut-être pas au Wando. Jusqu'au Wando aussi, parce que je vais le rappeler, durant l'élection présidentielle en mars 2016, nous avons une équipe à nous qui est allée à Wando, qui a collé des affiches. Sassou dégage en plein Wando. Nous avons les photos. Et je salue toujours le camarade qui l'a fait. Aujourd'hui est en exil à cause de cela. Donc nous voyons très bien que nous essayons, en tout cas, dans notre façon de fonctionner, d'avoir le maximum de relais sur le terrain, de toujours travailler en liaison avec le maximum de gens sur le terrain. Malheureusement, la répression du pays faisant, les gens sont obligés d'être dans une forme de clandestinité, de ne pas assumer ce logo, cette affiche, parce qu'il conduit immédiatement à atteinte à la sûreté de l'État et en prison. Alors, souvent on dit toujours que la diaspora, vous parlez de Paris, vous avez la semoule, vous êtes au bord de la Seine, nous ici, on trinque, et qu'on est toujours déconnecté de la réalité. Vous nous dites aujourd'hui que cette réalité, vous la maîtrisez? Quotidiennement, et quand je vous dis que les élections, par exemple, législatives, nous avons suivi heure pour heure dans différents points de la République, avec correspondance sur place, avec capacité d'influencer. Quand on fait, avec le travail des frères, parce qu'il faut les saluer, qui prennent beaucoup de risques le terrain, bloquer Brazzaville un 10 juillet, parce que les jeunes veulent manifester au rond-point Mongali, tout est verrouillé, c'est que le pouvoir, quelque part, se dit, si on laissait et si on baissait la vigilance par rapport à ces différents groupes-là, on ne pourrait plus maîtriser la situation. Voilà. Une situation que vous maîtrisez, Andrea Gomez, ce sont les médias. Puisqu'ici, nous avons Bemba Mayakamba qui pose la question. Pourquoi Andrea n'ouvre-t-il pas ses réseaux médiatiques aux autres leaders de la diaspora, TV5 Journaux, Ziana TV, pour mieux ancrer ensemble
avancer ensemble, pardon, dans la lutte. Alors, est-ce que vous avez des réseaux cachés que vous n'offrez pas aux autres, puisque on vous voit sur des chaînes réputées, on vous voit aussi sur Ziana TV? Non, mais justement, c'est pas par plaisir que nous venons, c'est toujours le résultat d'un travail, c'est toujours le résultat d'une actualité, c'est toujours le résultat... C'est vrai qu'on vous invite voilà. parce qu'il y a, un rapport, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait, et c'est... Donc ça veut dire que les autres ne travaillent pas? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que on peut faire, comme on dit, le pont pour faire passer. Mais il faut qu'il y ait un contenu. Enfin, allez dire que Sarsou a tout volé. C'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Puisque ça contente au moins les Congolais. Ça contente au moins les Congolais. Non, mais justement, à ce niveau-là, à ces différentes tables-là, il faut venir avec un contenu vérifiable de manière autonome. En fait, à tout volé. Mais il faut emmener les preuves qu'il a tout volé. Oui. Dire qu'il a tout volé. Est-ce qu'on peut encore en douter aujourd'hui? Justement, on peut toujours en douter tant que le procès des droits des biens mal acquis n'est pas abouti. Oui. Mais en revanche, si on vient avec les preuves, si on vient avec les éléments, si on vient avec des éléments probants, là, ça intéresse. Donc, il faut un intérêt journalistique. Et je peux vous prendre un cas vraiment très concret. Puisqu'il est passé, je peux l'évoquer. Maître Essou est mis en prison. Courant janvier 2017, suite à la mort de Marcel Tsoro. Comme il y a un élément journalistique là, avec la grève des avocats, nous faisons le lien entre les avocats qui grèvent et différents médias, et les gens ne sont pas trop surpris de voir sur TV5 ou sur RFI tel ou tel avocat prendre la parole. Ils voient l'avocat prendre la parole, mais ils ne voient pas le travail fait derrière. Le travail fait derrière, c'est le travail quotidien du collectif. Collecter l'information, valider l'information et faire le relais. Oui. Et donc, ces leaders-là qui veulent parler, ils se rapprochent et on verra. Donc, vous ouvrirez vos réseaux? Nous, on a toujours ouvert, on n'a jamais fait. Et c'est vraiment notre principe, la porte a toujours été ouverte. Mais ce n'est pas nous ne contrôlons aucune rédaction. Il n'y a pas de contrôle. Il faut sortir de maîtriser plus, on parle de maîtriser. Mais justement, il faut sortir de ce fantasme de maîtrise. C'est la pertinence, l'originalité et le contenu journalistique et la rédaction décide. Nous faisons le lien et les rédactions décident en fonction des agendas. Par exemple, là, on a vu M. Adada passer. Évidemment, ça crée une fenêtre pour qu'une personne de l'opposition ou du camp adverse puisse parler. Oui. Or, quand il y a déjà eu des paroles d'une certaine opposition, ce sera difficile à ce moment-là de placer encore quelqu'un. Donc, c'est le travail quotidien qui est fait. Et encore, vous pouvez le témoigner. Est-ce que, je me permets de faire le journaliste, est-ce que je vous ai déjà fermé une porte à un moment donné que vous m'avez sollicité? Voilà. Donc, vous pouvez dire ça. Non, vous pouvez aussi avouer que Ziana TV est partie de vos réseaux, puisqu'on vous dit d'ouvrir. Sire, je vous demande de recevoir plus de gens de... Mais non, mais je pense qu'il y a des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, on savent très bien que Ziana TV est la chaîne de la diaspora, au cœur des diasporas, donc toujours disposé et disponible à recevoir les uns les autres. Vous n'avez pas besoin d'Andrea pour ça. Vous pouvez directement nous contacter et on s'organisera. Alors, il y a Farfason PKM. À propos de ce papier de Maïka, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui va préoccuper les gens. Mais le papier d'Hervé Maïka a pour source une certaine volonté de certains, dit-on, qui ont voulu torpiller l'initiative de Modeste Boukadia, la fameuse conférence internationale dont le sieur a bien défini les contours lors de son message de vœux. Voilà. Ça, c'est un avis. Déjà, ces différents réseaux ont sollicité ma position sur la question. Oui. Dans des commentaires, dans donc les appels. Vous êtes quelqu'un qu'on sollicite pour donner un avis par en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Première chose, nous restons toujours positifs. Et nous l'avons dit à différentes personnes qui nous ont appelés. Si cette conférence peut permettre au Congo de sortir de sa crise, nous applaudirons. Nous applaudirons des deux mains, des deux pieds. Que ce soit le prix en pays. Du moment où ça sort le pays de la crise, s'ils sont capables, par leur conférence, de sortir le pays de la crise, nous applaudirons. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous refusons aujourd'hui, en tout cas, de reproduire 1992, c'est-à-dire de faire un blanc-seing. Nous ne ferons un blanc-seing à personne. Ni à ceux qui sont actuellement aux commandes, ni à ceux qui veulent revenir aux commandes. Il n'y aura pas de blanc-seing cette fois-ci. Et c'est pour cela que nous avons attiré l'attention. Et tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je vous l'ai dit. Monsieur Congo, je vais écorcher son deuxième nom, mais il s'appelle Congo Djokolo, est en prison depuis 2016, donc janvier-février 2016. C'est un militant du CDRC, en prison. Parti de Modeste Boukadia. Voilà, prisonnier politique, parce qu'il défendait les idées qui étaient les idées de l'époque de M. Boukadia.
c'est-à-dire la scission du pays. Et aujourd'hui, comme par enchantement, comme par miracle, ces positions ne sont plus valables. Il faut être sérieux. Et cette espèce de façon de piéger les Congolais de manière sentimentale, il faut que ça s'arrête. Nous n'allons pas être des pions qu'on emmène à gauche, à droite pour faire la photo et montrer une unité de façade. Nous voulons une unité sur des projets, une unité sur des programmes, une unité programmatique. Et nous, en tout cas le collectif Assoufis, nous refusons de marcher avec des gens qui n'ont pas fait le mea culpa de ces choses-là. Il faut qu'on y revienne, il faut qu'on épuise ce sujet-là. Il faut qu'on épuise ce sujet de manière, certes, compassionnelle, au sens où reconnaître les gens en tant que victimes. Oui, le Poul est victime d'une épuration ethnique. Nous l'avons dit, nous l'avons répété avec force. Cette épuration n'est pas normale. Est-ce que cela est mieux entendu quand on le dit par quelqu'un, leader du Poul? Parce que finalement, on a l'impression que c'est... Peu importe. Ça, c'est comme on dit, c'est le récepteur. Et nous voulons détacher, justement, les gens de cette position victimaire. Cette position, cette mentalité d'assiégé. Non. Le problème du Poul est le problème de tout Congolais qui a un humanisme dans son cœur, qui a le sens de la vie humaine sacrée, et ils doivent tous se mettre sur ce cas. Donc ce n'est pas une propriété de qui que ce soit. Et nous invitons tout le monde à se détacher de cette mentalité qui veut que parce qu'on est dans un coin, ce problème nous concerne et pas les autres. Non. Ce problème, moi, c'est le mien. Oui. Chaque jour, quand je me lève, je pense à ces femmes et ces hommes qui manquent de nourriture, qui sont dans la forêt, qui sont emprisonnés sur ce sujet-là. Alors, certains il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet. Oui, mais enfin, aujourd'hui, quand même, certains perçoivent une ambiguïté de votre attitude par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, on vous accuse plus ou moins de salir le responsable politique du Poul, de salir les hommes du Poul, vous menez une cabale contre Modeste Boukadia et qu'en même temps, créez votre République d'Ingala, à la limite... Les autres s'en foutraient. Non, mais voilà que je répète, c'est le fait d'une minorité. Les Congolais ont un choix clair à faire, ce projet-là, et la direction que nous proposons. Et c'est aux Congolais, de manière responsable et libre, de choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est pas à moi de dire suivez-moi, n'allez pas chez l'autre. Non, je ne suis jamais dans ce discours. C'est pour ça que je répète que si ils peuvent, par ce qu'ils font, obtenir la libération, tant mieux. Mais mon petit doigt me dit que c'est un chemin sans issue, c'est un chemin de violence, c'est un chemin en fait de l'arbitraire renouvelé. Et c'est pour cela que nous tirons la sonnette d'alarme en tant que société civile. On ne veut pas le retour de l'arbitraire. Alors, vous ne voulez pas le retour de l'arbitraire, sauf qu'on assiste aujourd'hui au retour d'un homme, c'est Modeste Boukadia. Alors, Antien Gombe, vous avez une analyse quand même assez pointue sur la situation congolaise. Pendant l'incarcération de M. Boukadia, on a vu peu de gens aller dans les médias pour le défendre ou pour défendre ses positions. Aujourd'hui libéré, nous voyons des hommes qui commencent à l'entourer, qui sont là en train de publiciter M. Boukadia en tant que leader du Poul. Ma question serait la suivante. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ici au sein de la diaspora, que la personne de M. Boukadia devienne plus ou moins le centre de la dernière actualité politique? Quel est le glissement? Qu'est-ce qui est en train de faire ce glissement? Qu'est-ce qui se passe-t-il selon vous? Quelle est votre analyse, je dirais, sur ce regain d'intérêt par rapport à la place et surtout aux arguments que propose Boukadia aujourd'hui? Bon, on a consacré beaucoup de temps à ce cas, mais c'est vrai. Pour vraiment clôturer, oui. Nous sommes, en tout cas dans notre façon de fonctionner, extrêmement républicains. Les gens ont le droit d'y aller, ils ont le droit de se retrouver par affinité. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais c'est aux Congolais d'être aujourd'hui matures et vigilants. Si c'est simplement par de la proximité tribale que les gens se rassemblent, nous le condamnerons. Nous le condamnerons sans once de peur. Nous les affronterons avec la dernière des énergies, la dernière des déterminations. Nous ne pouvons pas rejeter M. Sassou pour son tribalisme avéré et nous regrouper encore sur des motifs tribaux et parler ensuite de vouloir libérer ce pays. Nous allons le condamner, et le condamner mais fortement, sans reculer d'un seul iota. De même que nous condamnons chez M. Sassou cette tendance mais maléfique quasiment de se regrouper en termes ethniques, nous le condamnons. Cette époque est révolue. Et tous ceux qui courent à cette soupe, courent à une soupe tribale. Et nous les condamnerons. Et après, c'est aux Congolais, libres,
en tout cas, matures de choisir. Si c'est ça qu'ils souhaitent comme avenir pour le Congo, qu'ils y aillent, qu'ils tentent de le faire, et nous, de notre côté, nous ferons notre part, c'est-à-dire de condamner et de combattre ce genre d'idées. Voilà, condamner et combattre ce genre d'idées. Andrea Gombe, nous allons avancer. Il y a toujours Belingué qui est assez actif, qui demande la vraie option pour libérer le Congo de Sassou n'est-elle pas militaire? Parce qu'à mon humble avis, Sassou ne quittera jamais le pouvoir démocratiquement, soit il placera un de ses fils, et tout ceci va continuer. On est toujours il faut toujours. Nous entendons ça et la seule chose que nous pouvons dire, nous y travaillons. Pour la solution militaire? À une solution qui y ressemblerait. Donc ça veut dire que tout ce qui se trame actuellement au Congo avec les généraux, ça va dans le sens... C'est dans le sens de l'histoire. Toute dictature, toute tyrannie arrive toujours à sa fin de manière assez chaotique. Et maintenant, tout ce qui est à faire en tant que société civile, c'est d'accompagner pour éviter que ce soit un chaos total. Oui. Voilà, on ne peut pas empêcher les généraux aujourd'hui de manière assez légitime de se dire... Pour sauver les meubles, il faut tuer le tyran. Et les Anglais, c'est les Latins qui ont une très belle expression, sic semper tyrannis, qui dit ainsi périssent les tyrans, en parlant de César qui s'est fait tuer par Brutus. Et Brutus était son propre fils adoptif. Donc c'est en général comme ça, un système tyrannique finit poignardant le dos par un de ses propres fils. Et c'est pour ça que nous répétons à chaque fois qu'il faut être capable aujourd'hui de dépassement, non pas pour faire gagner un camp contre l'autre, pour faire gagner le Congo. C'est-à-dire qu'on ne gagnera pas sans ceux qui sont actuellement encore dans l'appareil. D'accord. Nous ne gagnerons pas aussi seulement entre nous dans l'opposition. Il faut être capable de rassembler les deux dans ce moment décisif-là pour faire gagner le pays. Donc pour vous, demain, si Nyangambwala ou encore Dabira avaient réussi, en fait, ou auraient réussi leur coup, ils mériteraient des applaudissements. C'est même pas nous qui allions l'applaudir. Aujourd'hui, même le dernier mouton, la dernière chèvre qui irait finir par un coup de corne avec M. Sassou serait applaudi et mis sur le trône. Ça c'est clair. Le peuple est prêt à changer de dirigeant. Le peuple, lui, est prêt. C'est la versatilité et l'inconsistance des hommes congolais qui fait que cette situation perdure. Comme en face, vous voyez très bien que ce discours extrémiste dont on a parlé longuement, qu'est-ce qu'il produit? Il produit une espèce d'agglutination autour de M. Sassou. On se dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Regardez ces gens, quand ils vont arriver, ils vont tous nous trucider. Restons avec M. Sassou. Et en face, donc, chez les extrémistes, ils se disent quoi? Mais ils sont toujours entre eux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils restent toujours entre eux? C'est notre incapacité à accueillir les gens. Il n'y a personne de pur dans cette affaire. Et ceux qui veulent une pureté, c'est eux les criminels. Les véritables criminels, c'est eux, parce qu'ils empêchent la fraternisation qui va mettre fin à ce régime. Et quand je prends un cas pour la dernière manif, nous voyons revenir, et je le salue et je le remercie d'y être allé, M. Diaf Lekweta, qui à un moment s'était retrouvé de l'autre côté du régime et qui revient pour dire, bon, maintenant je pense que j'ai compris, il faut combattre ces gens-là. Est-ce qu'il faut le rejeter ? Est-ce qu'il faut, il faut certes, évidemment, toujours une vigilance, il faut certes toujours essayer de poser des conditions, mais il faut être capable aujourd'hui d'arracher les gens à la force d'attraction de M. Sassou, à les arracher et à les ramener dans le giron de la République. Comprendre qu'on ne s'en sortira que par le haut. C'est le Congo qui doit gagner et pas un camp. Voilà, c'est le Congo qui doit gagner, pas un camp. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV, 100% direct avec Andrea Gombe. Andrea Gombe, on voit aujourd'hui que au niveau de la sous-région, il y a plus ou moins des coups d'État qui traînent un peu partout. On a vu que du côté de la Guinée équatoriale, le président Obiang Guéma est monté au créneau pour dénoncer avec plus ou moins l'appui de la France, ou la France serait dans le coup. Bon, on voit qu'il y a un peu cet état d'esprit qui revient, alors que vous le savez aussi qu'au niveau international, c'est des choses qui ne passent plus, les opinions, notamment l'opinion internationale, n'arrive plus à gober un coup d'État dans la pure tradition qu'on a connue dans les années 60, dans les années 70. Je ne suis pas si sûr que ça. Non, c'est optimiste pour un coup d'État. Oui. Non. Vous avez un petit coin, un petit sourire au oui, coin. Ça vous... Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, non. Oui. C'est surtout, on ne gobe pas les coups d'État quand ça ne nous arrange pas. Et à chaque fois qu'un coup d'État les arrange, on l'entérine tranquillement. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était un coup d'État. Voilà. C'était un coup d'État, mais un coup d'État par la rue. Ça a été entériné parce qu'à un moment donné, le président local ne répondait plus à un certain nombre d'intérêts et évidemment aux intérêts de la population locale. C'est d'abord des forces internes qui doivent travailler. Et l'international ne fait que valider
ce que les forces internes ont déjà accepté. Et à chaque fois que les forces internes ne sont pas suffisamment fortes, à ce moment-là, c'est l'extérieur qui valide. Et la validation de l'extérieur, c'est souvent la validation de la continuité, de la stabilité, ce qu'ils appellent la stabilité. C'est-à-dire qu'on préférera un tyran parce que, il assure la continuité du service de la production de certaines matières premières que d'une opposition ou d'une société civile qui n'a pas démontré sa capacité à gérer les choses. Donc, le coup d'État sera accepté si les Congolais savent ce qu'ils veulent, s'ils ne sont pas dans un esprit de vengeance et de vengeance et de représailles, et à ce moment-là, ils font leur coup, et la communauté internationale dira ah, la situation était intenable, les hôpitaux étaient fermés, les populations étaient bombardées, Ave César, comme on dit. Voilà. On est aussi dans une sous-région qui bouillonne en ce moment. On a entendu, vous avez évoqué tout à l'heure Monseigneur Mosengo en RDC. Pourquoi on n'a pas les mêmes pasteurs qui prennent la parole du côté, de l'autre côté du fleuve? Déjà, à cause, j'oublie le nom, mais il y a une organisation, COSERCO, à cause de l'organisation qui regroupe la société civile congolaise et les églises de réveil et évangéliques, qui mangent et margent au budget de Madame Sassou. C'est connu, c'est documenté. Vous avez aussi l'histoire politique du Congo, qui est une histoire extrêmement violente. Il n'y a pas d'équivalent du meurtre du cardinal Aimé Biaenda à Kinshasa. Donc au Congo, on est allé jusqu'à enterrer vivant un cardinal pour avoir exprimé des opinions anti-marxistes, anti-arbitraires. Cela peut justifier ou expliquer la peur de ce Oui, et les indiscrétions et mauvaises langues disent que certains prélats répètent à qui veut l'entendre, on ne veut pas terminer comme Émile Biaenda. Et c'est ça tétanise, et c'est un système assez... Voilà pourquoi nous parlons vraiment au Congo d'un système totalitaire achevé. C'est-à-dire c'est une société fermée, où il n'y a pas de place pour toute forme de contestation à l'extérieur du parti au pouvoir. Donc faut-il plaindre l'Église maintenant? Il faut plaindre une partie. Il y a certains évidemment qui sont complices de ce système, mais il y a des prélats très sérieux qui font un travail de fond dans la discrétion, dans l'efficacité. Et nous saluons toujours, puisque nous nous appuyons sur eux, donc nous saluons vraiment ces gens pleins de courage, pleins d'abnégation. Mais nous pensons, et nous l'avions écrit dans une note confidentielle, que le véritable problème, c'est que si l'Église congolaise, notamment catholique, ne bouge pas assez rapidement sur ces questions, ils vont signer la fin du catholicisme au Congo. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'enterrer le martyr de Biaenda et de tous ceux qui les ont précédés en dilapidant cet héritage. Parce que Biaenda, en offrance encore, fait quasiment un ministère prophétique, puisque à partir de sa mort, évidemment, le processus de réveil des sociétés civiles congolaises de l'époque s'accélère jusqu'à la conférence nationale. C'est un mouvement qu'il crée. Avant lui, la chape de plomb était totale. Et donc il y a quelque chose à faire, et nous avions donné comme expression quand les chapelles brûleront. Parce que au moment où les Congolais se libéreront du tyran, on ne regardera pas qui est catholique, qui est machin, on verra pouvoir pro-tyran, anti-tyran. Et si l'Église se retrouve cataloguée par la population dans sa fougue du côté du tyran, je pense qu'il ne restera pas une seule Église catholique dans ce pays. Alors, on constate aussi du côté de la RDC, puisqu'on est quasiment en miroir avec la RDC, c'est que les églises de réveil ont pris une place très importante pour contester tout le travail que fait aujourd'hui l'Église catholique. Mais sauf que ces églises sont satellitées par l'ANR, pour ce que j'en sais, et c'est le même procédé que chez nous. Donc, les pasteurs sont quasiment affiliés et margent au budget. L'un des plus célèbres est un neveu à madame qui est marge au budget. Donc on est dans une espèce de collusion. Et c'est là où intervient le travail d'une société civile autonome. C'est de dire aux gens, le religieux n'a rien à voir avec le politique, mais quand le religieux devient un soutien au régime, en donnant cette espèce de discours, toute autorité vient de Dieu, une espèce d'interprétation théologico-politique pour justifier l'arbitraire et la continuité du régime de Sassou, nous sommes dans un mélange de genres qui va en fait piéger la presse Sassou. Parce que va faire le Congolais qui a souffert toute sa vie bombardé de ces pasteurs qui ont prêché la continuité du régime? Comment on pourra les empêcher d'aller commettre l'arbitraire vis-à-vis de ces différentes pasteurs? Donc ils ne font ni preuve de sagesse, ni preuve d'inspiration quand ils racontent de telles âneries. Il y a Roland Zaou, faut-il combattre le pouvoir de Brazzaville, y compris ses espèces opposants tels que Tchatché Mabiala, ou faut-il l'ignorer? Nous avons eu une phrase qui tourne, c'est le Père, le Fils et les mauvais esprits.
Donc il faut, de manière assez, concentrique, évidemment gagner des petites batailles. Donc de manière à éveiller les consciences, on commence par les plus faibles jusqu'à, en jeu vidéo on dit le grand boss, le boss final, qui est vraiment, il faut d'abord le couper de ses racines. Donc évidemment, en démontant les discours de ces différents personnages, en montrant leur inconséquence, on permet au peuple de sortir du piège ethnique. Parce que M. Tati Mabela n'a d'autres prérogatives à apporter à Sassou que le fait qu'il contrôlerait, pour revenir dans cette terminologie, une région ou un groupe donné. Et si ce groupe est capable de suivre des idées plutôt qu'une origine, il vide le problème. Voilà. Il y a donc Wilfried Gildas Berry-Tipon qui dit l'Église catholique est financée par Sassou, n'entendons rien d'eux, sauf quelques têtes bien puissantes osent parler. Non, l'Église catholique congolaise n'est pas financée par Sassou. Enfin, on l'a vu quand même, Sassou, c'est l'un des grands donateurs. Il construit non, justement. Il construit, il a l'art de la récupération. L'Église catholique est d'abord financée par le Saint-Siège. C'est comme ça, voilà. Maintenant, M. Sassou, de temps en temps, essaie de récupérer 2 ou 3 prélats un peu corrompus, un peu laxistes, un peu peureux, et c'est derrière cela qu'il essaie de se racheter une image, parce qu'il sait très bien que ça reste une force sociale. Il y a 2 grandes forces sociales dans ce pays, c'est le Parti congolais du travail, qui est implanté dans toutes les régions, et l'Église catholique. Et les syndicats alors? Les syndicats n'existent plus au Congo depuis la fin du monopartisme, ils n'ont plus vraiment de contenant. Et en plus, les syndicats étaient une émanation du parti-État, donc ça reste un peu dans cette mouvance idéologique. Or, l'Église catholique congolaise a été anti-marxiste. Donc elle a été anti-PCT de manière quasi viscérale. Elle condamne l'idéologie politique du PCT, elle condamne les pratiques politiques du PCT depuis son origine. Et donc elle est la seule force morale, la seule force quasi idéologique, avec ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, capable d'apporter aux populations un contre-discours structuré et structurant contre l'arbitraire du PCT. C'est pour ça qu'il fallait, pour ce pouvoir, depuis des générations, affaiblir cet organe-là, l'assujettir et ensuite le verrouiller, ce qui est le cas actuellement. Alors, André Ngomé, je rappelle aussi que vous êtes président de l'association... Je ne suis plus... Enfin, vous avez je suis encore, oui. Et on aura... Donc, vous avez fait un travail par rapport aux enfants du Poul, la rentrée, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan rapidement? Oui, on a collecté une somme donnée de près de 2000 € et on a pu faire distribuer près de 200 kits scolaires à des enfants, aussi bien dans les camps de réfugiés dans la Bonzaï que dans certaines localités du Poul. Les enfants ont pu faire leur rentrée, ce qui est un soulagement. On a veillé plus ou moins à une forme de parité pour qu'il y ait autant de filles, de jeunes filles que de jeunes garçons. Donc vraiment, on a été très satisfaits. Notre partenaire local a vraiment travaillé de front et on va essayer, en tout cas ceux qui vont succéder à cette charge de président de l'association, on va essayer de pérenniser pour que chaque année on puisse étendre. On a une idée sur notamment les populations autochtones dits pygmées qui sont vraiment dans des situations assez déplorables, de faire un geste vis-à-vis de ce groupe-là et de voir comment vraiment engager plus de Congolais dans ce mouvement, parce que nous pensons que cette solidarité commune va permettre d'enfanter la nation dont on rêve. André Ngomé, vous revendiquez votre appartenance à la société civile. Or, certains aujourd'hui, par rapport à votre discours, par rapport à votre détermination, se demanderaient pourquoi vous ne vous engagez pas dans une structure politique identifiée comme telle. Il faut déjà qu'il y ait un état de droit. Il faut commencer par l'état de droit. Il faut construire la maison par les fondations. S'il n'y a pas d'état de droit, vous allez aller aux élections. Et c'est vraiment, ça a été toujours la divergence avec certains acteurs. Ils disent non, vous ne venez pas à la table, il faut aller aux élections. Ils y sont allés, ils ont gagné, mais on les a déclarés perdants. Oui. Bon, à quoi ça sert? Et en plus, si on y va simplement pour faire un témoignage, à quoi ça sert? Nous ne sommes plus dans l'époque où il faut des témoignages, puisque la radicalité qu'on nous reproche ne sera jamais à la hauteur de la radicalité de ceux qui vont brûler des villages, bombarder des populations. Quand on bombarde des populations par sa propre armée, l'armée qui était censée la protéger, cette armée qui est dotée par l'argent qui devrait revenir aux contribuables congolais, on ne peut pas se permettre une telle légèreté et inconséquence. C'est par rapport à ça que nous ne pouvons pas. Et dans le groupe que je dirige, ceux qui auront des ambitions d'y aller, une fois que la table sera nettoyée, nous les accompagnerons, nous les soutiendrons sur une ligne républicaine. Et c'est comme ça que le pays pourra être construit. Mais si on reste dans une espèce de légèreté sur la mort des gens, sur la mort des Congolais, nous ne marchons pas avec des gens pareils.
vous ne marchez pas avec des gens pareils. Aujourd'hui, vous devriez faire avec des gens qui ont des structures politiques. Pour vous, André Ngomé, est-ce que l'opposition congolaise est-elle crédible? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise a des acteurs, des hommes et des femmes qui mènent ce combat avec des principes? Ou bien vous continuerez à observer en tant que militant de la société civile, c'est parce que vous ne trouvez pas de la matière ou des hommes ou des femmes qui peuvent apporter un discours capable de faire avancer? Mais on l'a dit, c'est un système totalitaire. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui vivent dans un système totalitaire d'aller au-delà d'une certaine limite. Ce serait criminel de notre part. Donc ils font du mieux qu'ils peuvent dans un environnement extrêmement compliqué, extrêmement difficile, où on peut perdre sa vie en un clin d'œil. Et c'est dans cet environnement-là, voilà pourquoi les jeunes et tous les autres sur Internet parlent de plus en plus de résistance. C'est pour dire qu'on est dans un système de quasi-occupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo, une réunion libre de Sassoufi est impossible. Elle est impossible, simplement impossible. C'est criminel de le faire. En revanche, travailler de manière terraine avec les différentes forces, et y compris le plus un dont je vous ai parlé, de ceux qui sont en face, qui étaient dans l'erreur à un moment donné, mais qui estiment que le discours républicain est enfin arrivé, qui estiment qu'il faut essayer de sortir le pays de l'impasse, nous travaillerons avec tout le monde pour sortir le pays de l'impasse. Alors, comme vous voulez travailler avec tout le monde, est-ce que Mounari, Tchatima Biala, Kolela, Boukadia, même combat? Visiblement, non. Là, nous regardons. Tchatima Biala est chef de l'opposition de M. Sassou. Madame Mounari préside la grande fédération de l'opposition congolaise. Dites radical. Moi, je ne reprends pas cette cette terminologie. C'est la terminologie officielle. Mais oui, comme je vous l'ai dit, la radicalité aujourd'hui, c'est de tenir pour des principes fondamentaux que le Congo a ratifiés. On a ratifié les droits de l'homme, on a ratifié et on les viole. Donc, le fait de tenir à la Constitution, de tenir aux principes, si c'est ça la radicalité, je suis radical. En revanche, la véritable radicalité, c'est d'avoir perdu des élections, de toujours les perdre et de vouloir se maintenir au pouvoir. Donc, c'est eux les radicaux. Nous sommes des républicains. D'accord. Voilà. Et M. Boukadia, nous ne pouvons pas être d'accord, pas sur la personne, sur des principes. Oui. Voilà. Moi, je suis pour un Congo, que je dis toujours, de Bétou à Konkwati. Oui. Voilà. Je suis un garçon j'ai grandi à Bas-Congo, j'ai grandi avec tout le monde. Bon, je ne comprends pas pourquoi on devrait, aujourd'hui, au XXIe siècle, rester dans des espèces de coutumes et de méthodologies qui aboutiront nécessairement à un génocide. Parce que quand on commence à séparer les gens par rapport à leur génome, on finit par les assassiner. Si vous nous dites aujourd'hui, je comprends très bien par rapport au discours, donc Boukadia, Tchatima Biala, Boao Mounari, c'est pas le même combat. Non, c'est la preuve. On fait comment pour déloger Sassou finalement? On va compter sur qui? On compte sur la population, on compte sur le peuple. Enfin, mais sur le peuple, on très bien qu'il est traumatisé. Non, vous entendez les gens vous dire. Mais justement. Mais vous entendez, c'est juste que vous avez vu, si vous permettez, André Ngomé, vous avez vu ici, nous avons reçu monsieur Mirassa, qui a bien expliqué qu'aujourd'hui, le peuple est traumatisé. Les gens ont peur, il y a une violence, vous avez évoqué cette violence qui est quasi permanente depuis l'indépendance, que les gens ont peur et donc on aura du mal à faire sortir ce peuple. Mais justement, le peuple a toujours été prêt à sortir du moment où on lui met en face des gens sérieux, qu'on met en face un discours républicain, qu'on met en face les moyens nécessaires pour le faire. Voilà, c'est ça, il faut accompagner. Quand il y a une contestation sociale d'une grève et que derrière on n'a pas les moyens, et même nous parfois on n'a pas les moyens de les aider parce qu'au Congo quand on fait la grève c'est sec, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Il faut un dispositif derrière pour aider, pour permettre aux gens de tenir. Il faut des solidarités à construire. C'est ça le travail qui doit être fait. C'est le travail que nous essayons de faire. C'est le travail qui doit être amplifié. C'est pour ça que j'ai dit, les Congolais ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Si les Congolais avaient une offre claire pour sortir du cas Sassou, ce monsieur ne ferait pas un jour de plus au pouvoir. Mais comme on fait ce que disent, on va remettre quoi? On va remettre des gens qui veulent se venger? Nous n'en voulons pas. On va remettre quoi? On va remettre la tribu classe? Nous n'en voulons pas. Il faut être capable de proposer aux Congolais une véritable alternative. Et elle est là. L'alternative a été posée aussi bien par un Paulin Macaya qui paye le prix de son courage, aussi bien un monsieur Okombi qui paye le prix de son courage, aussi bien Mokoko qui paye le prix de son courage,
et tous ces gens sérieux. C'est aux Congolais d'aujourd'hui de prendre les responsabilités, de distinguer les sérieux des pas sérieux, les républicains des pas républicains, et de s'engager. S'ils ne le font pas, ben, c'est pas monsieur Andrea Gombe qui va mourir de faim. Oui. Voilà, c'est eux qui sont au conduit. Ils doivent faire preuve de sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, vis-à-vis de leurs frères, de leurs sœurs qui meurent dans ce CHU fermé, vis-à-vis de leurs enfants qui n'auront pas de scolarité parce que les universités sont fermées, vis-à-vis de leurs grands-parents qui meurent sans pension. C'est ça le sérieux national que nous voulons. Et à partir de là, nous pouvons construire quelque chose de cohérent. Il y a Serge Ebailly qui pose, pensez-vous vraiment que le peuple congolais a encore le courage de se rebeller? Oui, j'ai totalement confiance parce qu'il faut dire qu'il a été valeureux en octobre 2015. Il est sorti, il a été assassiné et certains veulent aujourd'hui s'asseoir sur ce sang. Quand on prend la tête de l'opposition congolaise du pouvoir, après avoir fait une oraison funèbre à Diatta, on est un criminel. On est profondément un criminel. On méprise la vie humaine. Et ça, c'est ce que les Congolais ne veulent plus. Sadio Morel Kanté, ça suffit? A-t-il une base au pays? Si oui, cette base est-elle victime de Ndengue au point de faire du Burkina au Congo? Je n'ai pas compris le Burkina au Congo, mais oui, on a une base, on travaille avec beaucoup de gens, on travaille avec des gens de plus en plus clandestins. Je ne citerai pas de nom. Certains sont emprisonnés actuellement, d'autres, malheureusement, on en a eu quand même quelques cas qui sont morts, et d'autres en exil, et parfois un exil difficile parce que nous n'avons pas toujours les moyens financiers de les soutenir en exil. Nous mettons en contact avec certaines ONG qui parfois font le travail, parfois ne le font pas. Donc bon, voilà, on essaie de gérer au mieux de ce qu'on peut faire. André Ngombe, on va arriver à la fin. Quelle est votre ambition pour le Congo? C'est quoi le Congo pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme vision pour le Congo? L'une des visions, on l'a mise sur un site internet, je l'ai toujours dit, c'est libre de droit. Dès mars 2015, on l'avait mis en ligne, angoula.com, tout est lisible, tout est écrit. On avait fait un travail dessus. Mais mon ambition profonde, c'est déjà de dire, nous n'avons pas d'autre pays. Il ne faut pas croire qu'ici c'est chez nous, il ne faut pas croire qu'ailleurs ça sera chez nous. Et si nous ne sommes pas capables de défendre ce fameux chez nous, nous n'en aurons plus. Les pays ne sont pas éternels. Les pays disparaissent. Si nous voulons que le Congo disparaisse, continuons. On est bien parti, ça va disparaître. Mais si nous pensons que des hommes et des femmes se sont levés à un moment donné, ont combattu le colon, se sont libérés et avaient une ambition pour ce pays, ayant laissé leur sang, ayant été enterrés, nous leur devons une fidélité. Et c'est par cette fidélité à ces grands anciens que nous ne pouvons pas abandonner ce travail effectué. C'est pour cela que nous nous sommes engagés. Et j'ai toujours dit, le déclic, ça a été le 4 mars. Bien avant, ça bouillonnait déjà. Et quand on arrive jusqu'à cette espèce de barbarie absolue de l'explosion du 4 mars, avec ce constat de la désorganisation totale de l'État congolais, on se dit il faut mettre un stop à tout cela. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas un pays de merde, pour faire vraiment ce jeu de mots. Il faut être capable aujourd'hui de se lever, tout un chacun, mais dans sa propre conscience, de dire intimement, est-ce que je veux continuer à vivre comme un chien? Est-ce que je veux continuer à être traité comme un animal? Est-ce que je veux, pour nous qui sommes à l'international, raser les murs avec notre passeport congolais parce que ça ne vaut rien, il faut le dire, c'est un passeport qui ne vaut plus rien du tout? Est-ce qu'on veut continuer à être pointé du doigt dans tous les rapports internationaux comme un lieu d'obscurité, de violence, de malversation, alors que nous avons tout pour réussir, tout pour être heureux? Il appartient aux hommes et aux femmes de se réunir pour construire une nation, et c'est le seul message assez répétitif que nous allons lancer. Alors, on a des questions de dernière minute, on va quand même essayer de répondre rapidement. Alors, c'est Ebon Nexan qui dit « Les conditions de mobilisation du départ du SASO sont réunies en tenant compte de la situation économique catastrophique du pays. N'est-il pas possible de mettre nos égos de côté afin de créer un mouvement transversal qui partira des jeunes du PCT jusqu'à l'opposition en confiant le leader ?» En confiant le leader, il n'a pas fini sa question. Bon. C'est une proposition bonne à étudier, mais comme je dis, on travaille déjà. On ne va pas les citer pour ne pas les mettre dans les problèmes, mais on travaille vraiment de manière extrêmement transversale et nous allons amplifier parce qu'il n'y a que ça à faire. Ce n'est pas un camp qui gagnera. Cette fois-ci, il n'y aura pas un camp qui va gagner, un camp de perdants. Non, on doit sortir ensemble. On doit sortir ensemble. André Ngombe,
Est-ce que par rapport à tout ce qui arrive au Congo, tout ce que vous avez décrit, tout ce qu'on voit, est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas dit, écoutez, j'abandonne, c'est trop? Tous les jours, je vais vous dire la vérité, Oui. tous les jours. Mais après, Qu'est-ce qui vous fait tenir finalement? je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais j'ai souvent cette image qui revient. Le 4 mars, il y a la photo d'un bébé qui est mort. Il y a un petit bébé mort du 4 mars là qui est là. Et à l'époque, je faisais déjà le parallèle. Je disais à ma mère, ben, moi-même j'ai grandi à un village chez mon grand-père. Ce bébé, ça aurait pu être moi. Ce bébé, c'est moi. Et tous ces bébés du Congo qui meurent, c'est moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai eu la chance d'en sortir. 92, 97, d'autres y sont restés. Je n'étais ni le meilleur, ni le plus sain. J'ai tous les défauts du monde, j'ai toutes les tares du monde, mais rien au monde ne justifie qu'on soit traité de cette manière-là. Et c'est pour ceux-là qui n'ont pas eu cette chance que nous devons tenir. Et il nous faut tenir contre vents et marées. Contre les extrémistes de l'opposition, contre les extrémistes du pouvoir pour faire gagner ce pays. Et nous n'allons plus être leurs prisonniers. Nous n'allons pas les laisser encore une fois nous piéger. Ils avaient piégé 92, ils ne piégeront pas ce qui va se passer bientôt. On va terminer sur une note encore personnelle. Vous avez été victime d'une bastonnade en règle à l'ambassade du Congo. Les images existent, ceux qui peuvent les trouver. On vous voit en sang. Qu'est-ce que vous gardez de ces moments, outre les violences, outre le sang, outre ces coups que vous recevez? J'en garde la lâcheté du peuple congolais à certains moments, même ici en France. C'est-à-dire que la peur du régime, en tout cas en 2015, était tellement forte que des gens qui ont assisté à la bastonnade n'ont jamais pu témoigner. Ils ne sont jamais rapprochés de la victime, ont rasé les murs et continuent à raser les murs. Et celui qui a commis l'acte a été promu dans sa hiérarchie de l'ambassade, qui est soi-disant la maison de tous. Donc à un moment donné, c'est ça. C'est plutôt, je ne veux pas dire la bassesse, je veux dire simplement, ce que j'en garde, c'est le constat de l'urgence de sauver ce pays. C'est-à-dire, si on est arrivé au niveau où on assiste à un acte délictueux comme ça, on est en Europe, on vit en Europe, on est incapable de faire dire le droit par peur de quelqu'un qui a 20 000 kilomètres, c'est que ce pays est en train de mourir. C'est-à-dire que là, c'est la mort d'un État. C'est-à-dire que même la solidarité la plus primitive, qui est celle de la protection de la vie humaine, on ne l'a plus. Mais je ne parle pas de protection de la vie humaine à Brazzaville, je parle à Paris, en plein 16e arrondissement. On ne l'a plus. Et je me souviens encore cet homme de nettoyage qui vient nettoyer mon sang, incapable de parler, dos courbé, qui est témoin, comme on dit, oculaire. M'a-t-il contacté? A-t-il témoigné? Est-il allé à la police? C'est ça le Congo aujourd'hui. C'est-à-dire que la séparation, on est tous éclatés, chacun dans son petit coin, essayant de vivre sa vie en rasant un mur. On ne fait plus nation, on ne fait même pas communauté. Voilà. Et on reste à la surface des choses, dans une espèce d'hypocrisie, des mariages, des enterrements. Mais la vraie chose, cette question de la solidarité, de la vie humaine, on refuse de la poser. Parce qu'on sait que si on posait cette question, eh ben, le fonds de commerce de ces fameux entrepreneurs va tomber. Le fonds de commerce de ce régime va tomber le jour où on est capable de défendre la vie humaine dans ce pays. Et c'est vraiment le cœur de notre projet, le cœur de notre système, le cœur de ce qui nous motive chaque matin. C'est nous avons un seul pays, un seul Congo. Essayons de faire, même si ce n'est pas une affaire d'amour, je ne demande pas aux gens de m'aimer, je leur demande de dire le droit. Qu'on aime Andrea, qu'on n'aime pas Andrea, le simple fait d'avoir manifesté ne donne pas le droit d'être martyrisé comme ça. Ça ne donne aucun droit. Ceux qui vous aiment disent souvent, pour parler de ce moment-là, Andrea Gombe, ce qu'on vous a dit de ne pas y entrer, n'y va pas, oui. Et finalement vous êtes rentré parce que vous disiez qu'il fallait être dedans. Oui, c'est le caractère. Là, c'est le caractère. J'estime être mort depuis 1993. Rien ne justifie que moi je sois vivant et que tous ceux qui sont morts soient morts. Je suis autant mort que tous ceux qui sont tombés là-bas. Donc ma vie personnelle, mon corps personnel m'importe peu aujourd'hui. Ça m'importe peu. L'essentiel pour moi, c'est qu'on retienne après ce passage terrestre, comme on dit, qu'il a tenu pour des principes.
Parce qu'il n'y a que ça qui va rester. Le reste, c'est léger. Ça fait du mal à mes proches quand je le dis, mais le reste, c'est léger. J'avais un grand frère d'enfance, Paco de Souza. Son corps n'a jamais été retrouvé. Étais-je mieux que mon grand frère Paco de Souza? Non. Et c'est contre ça. Il faut qu'on vide ce pays de ces choses-là. Il faut qu'on le vide une bonne fois pour toutes pour permettre, parce qu'il n'y a pas d'avenir si on continue comme ça. Et après, on sera éparpillé dans le monde. Il y a eu un Congo à un moment donné et il n'est plus là. Et ce Congo qu'on a hérité, comme je dis, avec le cas des anciens depuis des millénaires qui se sont battus pour que cette réalité existe. On a un devoir de continuité. Un devoir de continuité, mesdames, messieurs. Merci à notre invité, puisque nous aussi, nos programmes continuent. Merci, Andrea. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc ce moment, cet échange avec Andrea Gombe, qui était notre invité pour cette première émission de 100% direct sur Ziana TV. Merci à Nukoko Ngakoso, toute l'équipe de Ziana TV. Merci à vous aussi, vous avez été assez nombreux, on l'a bien vu. C'est vrai qu'on n'a pas épuisé toutes les questions d'actualité. Vous comprenez qu'on prendra quasiment une journée pour en parler, mais comme vous le savez, nos programmes continuent et surtout, restez fidèles, nous allons désormais garder ce moment, c'était un moment d'échange très important et surtout de participation. Merci encore à vous aussi nombreux, merci à notre invité, j'espère que vous avez trouvé peut-être quelques réponses ou des éléments de réponse à vos questions. Vous avez aussi découvert un homme ou redécouvert un homme qu'on voit tous les jours, sinon qui intervient aujourd'hui dans le milieu, je dirais, politique, associatif, dans tout ce qui concerne le Congo aujourd'hui. Il nous a parlé avec son cœur et avec sa tête surtout. Encore, portez-vous bien. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et encore, surtout, bonne année à vous ainsi qu'à vos proches et bonne année à vous qui nous suivez du côté de Makoti Poko ou de Kumbati. De Tikapika. De Tikapika surtout.